Bonjour tout le monde, c'est Pascal de Neutrality Studies. Hier, mes chers amis d'Autriche ont publié une interview vidéo. Ils l'ont réalisée en direct à Vienne avec Jeffrey Sachs. Cela faisait partie d'une grande conférence sur la paix organisée là-bas. Mon collègue Fritz Ettlinger, qui est le rédacteur en chef du magazine autrichien International, a aidé à l'organiser. International est un magazine merveilleux. Si vous lisez l'allemand, je vous recommande vivement de vous y abonner et également à leur chaîne YouTube. Ils font un travail fantastique. L'interview avec le Dr Sachs a été menée par mon ami et collègue, le Dr professeur Heinz Gärtner. Ensemble, nous avons publié des livres et des articles. Je vous recommande de regarder cette discussion d'1 heure entre eux. Jeffrey Sachs donne beaucoup d'explications. C'est un orateur fantastique et il a des vues très claires sur la politique mondiale et la politique américaine. Profitez-en, s'il vous plaît. Notre chemin vers la guerre, professeur Sachs, a plusieurs explications. Celles-ci vont de la personnalité de Poutine et de la conquête impériale à des explications plus structurelles comme la compétition hégémonique. Quelle est votre position? Est-ce une question de personnalité, d'impérialisme ou de la compétition entre grandes puissances? C'est la première question. Génial. Merci beaucoup. On me dit d'être très bref pour que nous puissions discuter beaucoup. Donc, je vais donner des réponses quelque peu brèves parce que si je commence, ça va être une longue soirée pour vous. Je crois que la guerre a commencé il y a 9 ans, pas l'année dernière. Je pense qu'elle a commencé en février 2014. Elle a commencé par le renversement violent du président Yanukovych, que j'attribue significativement à la participation des États-Unis dans une opération de changement de régime en Ukraine. À mon avis, c'était vraiment le déclencheur de cette guerre. Cela signifie que nous assistons essentiellement à une guerre par procuration entre les États-Unis et la Russie, les deux côtés jouant sur les divisions ethniques très aggravées au sein de l'Ukraine. L'Ukraine est un pays divisé ethniquement et historiquement. Cette division signifiait qu'il y avait une compétition entre les États-Unis et la Russie pour le contrôle et l'influence, même pour placer des bases militaires et l'alliance États-Unis-OTAN. Je considère le manque de prudence des deux côtés comme central dans cette question. Cependant, puisque je suis américain, je me concentrerai sur le manque de prudence américain. Par les États-Unis, je ne veux pas dire le peuple américain. And by the United States, I don't mean the American people. They're never asked about any of these things. This has nothing to do. Ils ne sont jamais interrogés sur aucune de ces choses. Cela n'a rien à voir avec le peuple américain. C'est à propos d'un petit groupe à Washington au pouvoir. Vous pourriez l'appeler le complexe militaro-industriel. C'est un nom juste pour cela. Il manque de prudence. Et à mon avis, nous sommes en guerre à cause de ce manque de prudence. Je ne pense pas que quelque chose de spécifique concernant la personnalité de Poutine joue un rôle important dans cela. Je ne crois pas non plus qu'il s'agisse de recréer l'Empire russe. D'ailleurs, nous entendons beaucoup de choses dans les médias grand public qui, à mon avis, sont complètement méconnaissables comme la vérité. Et juste un dernier point. J'étais conseiller économique du président Gorbatchev, du président Eltsine et du président Kuchma, le premier président de l'Ukraine indépendante. Je n'ai pas choisi de camp. Les deux me plaisaient. Il n'y avait aucune raison pour que cette guerre ait lieu. Mais en tant qu'Américain, je me concentrerai sur le manque de sens dans le complexe militaro-industriel des États-Unis. Je pense que c'était une cause majeure de cette guerre. Vous avez dit que la personnalité ne jouait pas vraiment ce rôle. Vous avez mentionné l'OTAN, les causes structurelles et la compétition hégémonique. La perception de la Russie était qu'elle voulait isoler l'OTAN. Cependant, cela n'a pas été réussi car maintenant l'OTAN est partout. La Finlande et la Suède rejoignent l'OTAN et des troupes de l'OTAN sont déployées en permanence en Pologne et dans les États baltes. Actuellement,
il y a une énorme manœuvre militaire de l'OTAN en Pologne. De plus, Poutine voulait démilitariser l'Ukraine, mais maintenant l'Ukraine est le pays le plus militarisé d'Europe. La décision de Poutine était-elle une grande erreur géopolitique? Was Putin's decision a big geopolitical blunder? Eh bien, c'est une grande tragédie géopolitique. Ce qui va se passer désormais reste à voir. Permettez-moi d'être clair concernant les problèmes de l'OTAN. C'est sans doute le plan américain d'élargir l'OTAN à l'Ukraine, qui a commencé au milieu des années 1990, bien avant que Poutine ne devienne président. Je comprends, d'après une récente discussion avec l'un de nos principaux historiens, que le plan d'élargir l'OTAN à l'Ukraine a été établi en 1992. C'était juste quelques semaines ou mois après avoir promis à Gorbatchev que l'OTAN ne bougerait pas d'un pouce vers l'Est. Donc ce n'est pas quelque chose de nouveau. Ce n'est pas à propos de Poutine. Cela précède Poutine. Il y a un article fascinant de Zbigniew Brzezinski dans le magazine Foreign Affairs, notre magazine de politique étrangère établi en 1987. Dans cet article, il décrit le calendrier pour l'élargissement de l'OTAN à l'Europe centrale, l'Europe de l'Est, les États baltes et l'Ukraine presque précisément. C'était un plan américain au plus haut niveau. Quand un article comme celui-là est écrit, c'est pas juste l'opinion d'un auteur, il informe l'opinion de l'élite aux États-Unis sur le véritable plan. Donc cela se préparait depuis des décennies. Brzezinski a exposé l'idée spécifique concernant l'OTAN dans Foreign Affairs et dans un livre appelé The Global Chessboard qu'il a écrit en 1987. Le plan est d'encercler la Russie dans la région de la mer Noire. Cela sort du playbook de la Grande-Bretagne et de la France de 1853 à 1856. C'est presque revivre la guerre de Crimée. L'idée de la guerre de Crimée était que Palmerston voulait expulser la Russie de la mer Noire. Brzezinski avait une idée similaire au milieu des années 90 et les néoconservateurs américains avaient une idée similaire en 1992. Si l'Ukraine et la Géorgie deviennent membres de l'OTAN, alors, en regardant la carte, vous voyez que la Russie est entourée par l'Ukraine, la Roumanie, la Bulgarie, la Turquie et la Géorgie. L'idée d'élargir l'OTAN pour inclure la Géorgie est particulièrement révélatrice. La Géorgie n'est pas un pays de l'Atlantique Nord, elle se trouve dans le Caucase. Que fait l'OTAN en Géorgie? C'est là que les choses ont vraiment mal tourné. C'est officiellement la doctrine des États-Unis, étonnamment officielle, car elle est documentée à de nombreux endroits, que les États-Unis visent à être la puissance dominante dans le monde. Pour moi, ce n'est pas rassurant. Cela suggère des guerres sans fin lorsque 4,1% de la population mondiale vise à dominer le globe. Cela a été une partie centrale de la politique étrangère des États-Unis pendant des décennies, et l'élargissement de l'OTAN fait partie de cette stratégie. L'Ukraine est particulièrement significative car elle partage une frontière de 2000 km avec la Russie. Du point de vue de la Russie, c'est un risque de sécurité direct. Je le verrais de la même manière si j'étais russe. De même, en tant qu'Américain, je ne voudrais pas que le Mexique forme une alliance militaire avec la Chine ou la Russie. Je ne veux pas non plus que les États-Unis forment une alliance militaire avec l'Ukraine pour les mêmes raisons. Cela ne rend pas le monde plus sûr. Si l'expansion de l'OTAN était l'une des principales raisons pour lesquelles la Russie a décidé d'envahir l'Ukraine, c'était probablement en raison de la peur d'une situation similaire à la crise des missiles de Cuba en 1962. La Russie craignait que des missiles de l'OTAN puissent être déployés en Ukraine. Cependant, il y a eu plusieurs propositions depuis 2008. Lors du sommet de Bucarest, l'OTAN a promis que l'Ukraine et la Géorgie deviendraient membres, mais il y avait aussi une proposition pour la neutralité de l'Ukraine d'ici 2014. Cette neutralité signifiait pas d'adhésion à l'OTAN et le retrait des milices soutenues par la Russie dans l'Est. Alors, une Ukraine neutre aurait-elle pu éviter la guerre? Pourquoi cette option a-t-elle été écartée?
Depuis 2019, l'Ukraine a inclus l'adhésion à l'OTAN dans sa constitution. Avant 2008, il y avait des va-et-vient entre l'indépendance, la neutralité et les aspirations à l'adhésion à l'OTAN. Dès 2005, l'Ukraine aspirait à rejoindre l'OTAN. Alors, si l'Ukraine avait défendu ou présenté une neutralité crédible, la guerre aurait-elle pu être évitée? A credible neutrality, could the war have been avoided? Of course, it could have, and Bien sûr, cela aurait pu être le cas, et l'histoire de l'Autriche est une démonstration éclatante du succès de la neutralité. L'Autriche n'a pas été menacée dans les années suivant 1955 en étant un pays neutre non membre de l'OTAN. L'Autriche a retrouvé sa souveraineté et l'Union soviétique est rentrée chez elle. Incidemment, l'Union soviétique est partie en 1955 parce que le traité d'État a été signé au Belvédère. Et la neutralité a été déclarée par le Parlement de ce pays. Mais aussi, l'Union soviétique disait aux États-Unis de faire cela pour l'Allemagne, et la guerre froide prendrait fin. Il remettait en question le but de l'OTAN, le voyant comme une menace. Il rappelait aux États-Unis que l'Allemagne avait revendiqué 20 millions de vies de leurs citoyens et se demandait pourquoi les États-Unis réarmaient l'Allemagne. George Kennan, l'un de nos plus grands hommes d'État et un diplomate historien distingué dans l'histoire moderne, a suggéré à ce moment-là d'utiliser l'exemple autrichien. Il a proposé d'avoir une Allemagne neutre et de dire à l'Union soviétique de quitter l'Europe centrale et l'Europe de l'Est. Il a soutenu que les États-Unis n'avaient pas besoin d'une zone tampon parce que l'Allemagne serait neutre. Cependant, les États-Unis n'étaient pas d'accord. Les États-Unis n'ont jamais cru en la neutralité. Vous avez eu de la chance qu'ils ne prêtent pas attention. Mais pour l'Allemagne, il n'y avait pas moyen. Nous allions avoir l'OTAN. À la fin des années 1950, même Eisenhower a dit acceptable de donner des armes nucléaires. Et c'est pourquoi, à travers une série d'événements malheureux, nous avons presque atteint l'Armageddon nucléaire avec la crise des missiles de Cuba. Les États-Unis ont beaucoup de mal à voir les choses du point de vue de quelqu'un d'autre. Et quand je dis les États-Unis, je veux dire littéralement un petit groupe de quelques centaines de personnes, pas le peuple américain dans son ensemble. a few hundred people. I'm not speaking about the American people. They're not told anything about this. On ne leur dit rien à ce sujet. Juste comme une note de bas de page, j'ai essayé d'expliquer le rôle de l'OTAN dans cela au New York Times, mais ils refusent de publier quoi que ce soit sur ce sujet. Ils ont écrit 26 éditoriaux depuis le 24 février 2022, affirmant que c'est une guerre non provoquée. Je les ai appelés, je leur ai écrit, j'ai dit « J'ai conseillé les dirigeants de ces pays, je traverse cela depuis 3 décennies. Pouvez-vous me donner 700 mots ?» La réponse est non. Il y a une réticence totale à discuter de cela. Parce que si vous le faites, vous êtes mis sur la liste noire de l'Ukraine et sur la liste des absents d'Amérique dans les médias grand public. C'est vraiment quelque chose. Une autre chose à comprendre est que cela ne concerne pas les démocrates et les républicains. Il ne s'agit pas du tout de politique partisane. Biden n'est pas différent de beaucoup d'autres présidents. Il ne s'agit pas de l'un étant fou et l'autre non. Ils sont tous un peu fous. Mais cela concerne la politique d'État au niveau le plus profond à Washington. Cela implique les comités des services armés et les budgets militaires de près de 900 milliards de dollars. Vous devez tester vos armes. Croyez-moi, vous avez besoin de guerre pas si rarement. Vous devez être prêt. Vous devez donner une leçon à la Chine. Dans l'esprit de ce petit groupe, cette guerre concerne autant la Chine que n'importe quoi d'autre. N'est-ce pas surprenant? Il est difficile de penser comme ils pensent, mais vous ne pouvez pas réellement discuter de cela aux États-Unis en ce moment, dans le grand public. Bien sûr, il y a 1000 canaux de discussion, mais pas dans le Washington Post, le New York Times, le Wall Street Journal, MSNBC, CNN. Oubliez ça. MSNBC, CNN, forget it. Approfondissons. Vous avez évoqué l'Autriche et sa comparaison avec l'Allemagne. L'Autriche a eu la chance, ou peut-être la sagesse, de sécuriser sa neutralité permanente.
D'autre part, l'Allemagne a fini divisée pendant plusieurs décennies. L'histoire nous enseigne que les guerres se concluent généralement là où les armées s'arrêtent, menant à des divisions territoriales. Cela a été évident à la fin de la guerre froide. En 1943, à Téhéran, il a été décidé d'établir des blocs basés sur les positions des armées après la Seconde Guerre mondiale. Actuellement, nous assistons à une sorte de rideau de fer, légèrement décalé vers l'est. Ce nouveau rideau de fer s'étend de l'Arctique à travers la Finlande et la Suède, qui rejoignent l'OTAN, et coupe droit à travers l'Ukraine jusqu'à la mer Noire. La question est maintenant de savoir si l'Ukraine va faire face à une division permanente comme l'Allemagne ou la Corée, ou si elle sera soumise à un état de guerre perpétuel, surtout puisque la neutralité permanente semble désormais non viable pour l'Ukraine. Je dirais que nous ne savons pas quelles sont les options, parce qu'il n'y a eu aucune diplomatie entre les États-Unis et la Russie depuis le début de cette guerre. Autant que je sache, le président Biden et le président Poutine ne se sont pas parlé une seule fois depuis le 24 février 2022. Je trouve cela pire que des enfants à l'école d'ailleurs. C'est difficile pour moi de comprendre comment le monde peut être au bord d'une guerre nucléaire. Je pourrais leur envoyer un lien s'ils veulent pour qu'ils puissent se connecter sur Zoom. Je pourrais même leur passer un coup de fil. Je leur prêterai mon téléphone. Ce n'est pas si difficile. Mais ils ne parlent pas. Cela est considéré comme sophistiqué d'une certaine manière. C'est absolument déconcertant. Bien sûr, il faut parler, il faut comprendre l'autre côté. Peut-être que vous ne serez pas d'accord. Plus probablement, vous trouverez un moyen de coexister ou une méthode pour dépasser cela. Cela pourrait être, au final, beaucoup de choses. L'Ukraine pourrait être divisée, nous pourrions avoir une guerre nucléaire, l'Ukraine pourrait devenir neutre et la Russie pourrait se retirer de la majeure partie de l'Ukraine, même si je ne pense pas qu'elle va quitter la Crimée pour de nombreuses raisons maintenant. Mais beaucoup de choses pourraient arriver. Nous devrions comprendre qu'en décembre 2021, l'idée que la Russie annexerait le Donbass n'a pas été mentionnée une seule fois. Ce que la Russie voulait, c'était que les accords de Minsk II soient honorés. Maintenant, c'est assez intéressant. L'accord de Minsk II déclarait qu'il y aurait autonomie pour Lugansk et Donetsk dans l'est de l'Ukraine, une région à prédominance ethnique russe. Il a été signé par l'Ukraine et approuvé à l'unanimité par le Conseil de sécurité de l'ONU, avec la France et l'Allemagne agissant en tant que garants. Mes amis ukrainiens, qui ne me considèrent plus comme ami, me disent qu'ils n'honoreraient jamais l'accord, le traitant comme une plaisanterie. Lorsque la Russie souligne que l'accord n'a pas été honoré, nous le rejetons, affirmant que la Russie ne croit pas en la diplomatie. Cette position, selon certains, me catalogue comme un soutien de Poutine, illustrant le cycle d'arguments bizarres dans lequel nous nous trouvons. La vérité est plus simple. Les États-Unis ont joué un rôle dans le renversement de Yanukovych, menant à un gouvernement au sentiment fortement anti-russe. Ce nouveau gouvernement a déclaré son intention de rejoindre l'OTAN presque immédiatement au cours de l'année 2014. Suite à cela, les livraisons d'armes en provenance des États-Unis ont augmenté. Malgré la signature des accords de Minsk, le gouvernement ukrainien les a ignorés. La chancelière Merkel a admis l'année dernière qu'elle les avait complètement négligés. Le 17 décembre 2021, le président Poutine a proposé un projet d'accord de sécurité États-Unis-Russie, soulignant 2 points majeurs. Un point est que l'accord de Minsk devrait être mis en œuvre. Le deuxième point est que l'OTAN ne devrait pas s'élargir. Les États-Unis ont répondu en disant qu'ils ne négocient pas sur ces questions et que les actions de l'OTAN ne concernent aucun pays tiers. Cette position rappelle ce que Castro a dit aux États-Unis juste avant l'invasion de la baie des Cochons et la crise des missiles de Cuba. Il s'est interrogé sur pourquoi les États-Unis se préoccupaient des affaires de Cuba.
Si la situation était inversée, les protestations des États-Unis seraient fortes et claires. Ce genre d'hypocrisie et d'arrogance frustre une grande partie du reste du monde. Les États-Unis ont initié des guerres à volonté, ils ont envahi l'Afghanistan et l'Irak, ils ont tenté de renverser Assad en Syrie, ce qui n'était pas une guerre civile, mais une opération de changement de régime des États-Unis, autorisée par le président et menée par la CIA sous l'opération Timber Sycamore. Les États-Unis, avec l'aide de l'OTAN, ont renversé Kadhafi en 2011 et Yanukovych. Il agit selon ses propres intérêts, se demandant pourquoi quelqu'un se plaindrait tout en prétendant être une alliance aimant la paix et défensive. Cette approche est problématique et l'avenir est incertain. Je maintiens et je le dirai à nouveau que le président Biden a fait ce qu'un président des États-Unis devrait faire. Did what a US president should do. First picked up the phone. D'abord, il a décroché le téléphone ou appuyé sur le bouton Zoom et a parlé à son homologue. Il a dit « Vous rentrez chez vous et nous ne comblerons pas le vide avec l'OTAN. Beaucoup de bonnes choses pourraient arriver. Donc je n'exclus rien. Mais il faut être deux pour négocier. » Au fait, encore un point, désolé de m'étendre. En mars 2022, la Russie et l'Ukraine ont négocié une fin à la guerre. Vous le saviez? Ils ont négocié. Qu'est-ce qui s'est passé? Excusez-moi? Non, ce n'est pas ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé à la table des négociations, c'est que les États-Unis leur ont dit de ne pas négocier. C'est ce que les États-Unis leur ont dit. Cela est maintenant clair de multiples sources. Et si vous voulez entendre une description très intéressante de cela qui montre à quel point c'est bizarre, Naftali Bennett, qui était alors le Premier ministre d'Israël et un médiateur officieux, a dit « Nous en étions au 7e brouillon et ils étaient sur le point de parvenir à un accord. Et puis les États-Unis l'ont arrêté. Il a dit « Je ne pense pas qu'ils auraient dû l'arrêter, mais ils pensaient que c'était important à cause de la Chine. » Vous plaisantez? Il faut une certaine imagination pour penser de cette manière, mais c'est ce qui s'est passé, et j'ai entendu cela de toutes parts. Donc, ce n'est vraiment pas hors de notre portée d'avoir un résultat négocié à cela. Pas du tout hors de notre portée. Permettez-moi d'insister un peu sur ce point. D'une part, vous dites que toutes les options sont possibles, donc vous ne savez pas quoi. Mais d'autre part, vous affirmez que la diplomatie ne fonctionne vraiment plus. Alors, quels sont les véritables résultats finaux ici? Karl von Clausewitz a dit « Une guerre pousse toujours aux extrêmes à moins qu'il n'y ait un accord de paix ou une défaite totale de l'adversaire. Aucune de ces options n'est en vue pour le moment. Donc, les combats continuent. Quels sont ces extrêmes quand il n'y a pas de diplomatie, des décisions prises sur le champ de bataille? Cela conduirait-il à une fin, une guerre ouverte, totale? Est-ce une possibilité, y compris peut-être l'utilisation d'armes nucléaires? Il existe de nombreuses théories sur ce qui va se passer sur le champ de bataille. Avant d'en discuter, je veux mentionner que l'observation la plus célèbre de Clausewitz s'applique parfaitement ici. Il a dit que la guerre est la continuation de la politique par d'autres moyens. Nous sommes confrontés à des problèmes politiques, ce qui signifie qu'il existe un moyen de résoudre ces problèmes politiquement et non militairement. C'est la clé. Si c'était les délires d'un fou, ce serait différent. Mais il s'agit de politique, il s'agit de l'Ukraine et il s'agit de l'OTAN. Par conséquent, cela est susceptible de déboucher sur un résultat négocié. Je n'abandonnerai pas du tout cette idée. Maintenant, beaucoup de choses pourraient se produire. Cependant, une chose qui ne peut pas arriver, à mon avis, est que la Russie soit vaincue. La raison en est que si la Russie devait perdre dans un sens conventionnel, je crois que la Russie serait probablement amenée à escalader vers une guerre nucléaire. Mon interprétation est que la Russie voit cette question comme existentielle, et non comme hasardeuse, non comme un caprice, non comme un monde de rêve de Pierre le Grand, non comme la recréation de l'Empire russe, mais comme une menace existentielle. Que cela le soit ou non,
c'est perçu de cette manière. Et il convient de noter que Poutine est loin d'être le plus dur des durs en Russie. Hardly the hardest of the hardliners in Russia, by the way. There are many who resent. Beaucoup de gens sont mécontents parce qu'ils croient que la Russie aurait pu intensifier ses efforts bien plus durement et plus rapidement, compte tenu de ses capacités. Une possibilité est que la Russie pourrait gagner sur le champ de bataille dans les mois à venir. Cela pourrait réellement se produire parce que, dans une guerre d'usure, un pays plus grand et plus puissant a souvent l'avantage. De plus, il est rapporté que les stocks de l'OTAN, y compris ceux des États-Unis, sont très bas. On dit qu'augmenter la production militaire américaine pourrait prendre des années. Un article dans Politico, qui est considéré comme une publication de droite aux États-Unis, mentionnait que le Pentagone est très préoccupé par les réserves épuisées parce qu'il croit que le véritable conflit est avec la Chine. Ainsi, il est tout à fait possible que la Russie puisse remporter une victoire significative sur le champ de bataille. Cela pourrait conduire à divers résultats, tels qu'une escalade de l'OTAN, des négociations, un cessez-le-feu, la division de l'Ukraine ou d'autres scénarios. Une autre possibilité est que l'Ukraine puisse gagner de manière significative dans cette contre-offensive. Si cela se produit, il est peu probable que la Russie implémente son erreur et se retire. Is Russia going to say, "Oh, we made a mistake, we go home"? I doubt it. I think Russia would. Je doute que ce soit le cas. Russia has Je pense que la Russie intensifierait davantage. La Russie possède 1600 armes nucléaires déployées, y compris des armes nucléaires tactiques. On me dit tous les jours, « Oh, ne te laisse pas faire chanter par les armes nucléaires. » no idea. Les gens qui disent cela n'ont aucune idée de l'histoire de l'ère nucléaire. Si tu n'es pas terrifié à l'idée de jouer avec ça, tu connais pas l'histoire. Moi, ça me terrifie. Donc, si la Russie était en train de perdre dans une guerre conventionnelle, je serais terrifié à l'idée de ce qui pourrait suivre. Et l'idée que nous avions une histoire la semaine dernière dans le Washington Post qui disait, en paraphrasant, que Biden a décidé qu'il pouvait ignorer de plus en plus les lignes rouges de Poutine parce que jusqu'à présent, tout n'était que bluff. Mon Dieu. Le meilleur livre jamais écrit sur la crise des missiles de Cuba s'intitulait « Jouer avec l'Armageddon ». C'est ce qu'ils font. Et je connais les personnes qui jouent. Tu voudrais pas parier le monde sur eux, d'ailleurs. Je les connais personnellement. Ne parie pas le monde sur eux. Donc c'est là où nous en sommes. Beaucoup de choses sont possibles. Mais une chose qui est absolument possible, c'est que Biden décroche le téléphone et dit « Tu sais, nous devrions envisager un moyen de mettre fin à cette chose sans faire exploser le monde. Avec toi rentrant chez toi et avec l'OTAN ne s'agrandissant pas. C'est ce que j'aimerais voir. » With you going home and with NATO not enlarging. That's what I would like to see. You said nuclear weapons, of course. Vous avez mentionné les armes nucléaires. Bien sûr, la Russie pourrait les utiliser ou menacer de les utiliser. Mais actuellement, il ne semble pas que la Russie va remporter une victoire décisive sur le champ de bataille. Alors, y a-t-il eu une erreur de calcul de la part de la Russie initialement? La Russie n'a pas augmenté de manière significative ses dépenses militaires avant la guerre, contrairement à d'autres puissances impériales dans l'histoire. La Russie a envahi l'Ukraine avec 180 000 soldats. En contraste, les États-Unis ont déployé 800 000 soldats en 1992 pour libérer le Koweït, qui est 40 fois plus petit que l'Ukraine. Alors, était-ce une erreur de calcul militaire de la part de Poutine dès le départ? Et maintenant, la dernière option restante est les armes nucléaires. Cela ne représente-t-il pas également un jeu dangereux de la part de Poutine? A dangerous gambling on the side of Putin as well. Aren't we just witnessing a game of Ne sommes-nous pas simplement témoins d'un jeu de poules mouillées des deux côtés? Chaque camp pense pouvoir déjouer l'autre, et ils continuent de se défier mutuellement. Les États-Unis croyaient pouvoir évincer Yanukovych sans aucune conséquence. Les États-Unis ont une histoire de renversement de gouvernement, ce qui est une habitude préoccupante. Ils semblent avoir oublié l'importance de la diplomatie, adoptant la croyance apparemment apprise des Britanniques.
que si vous n'aimez pas votre homologue, vous devriez le renverser au lieu de vous engager dans la diplomatie. Ainsi, les États-Unis pensaient que renverser Yanukovych n'aurait pas de conséquences. Poutine a ensuite annexé la Crimée, comme il avait auparavant averti George Bush qu'il le ferait. Dans l'est de l'Ukraine, des partis de l'armée ukrainienne ont fait défection, emportant leurs armes pour former les républiques populaires de Donetsk et de Lugansk. Des observateurs de l'OSCE et de l'OTAN ont déclaré que ces actions n'impliquaient pas d'armes russes, mais plutôt des armes ukrainiennes prises au sein de l'armée ukrainienne pour établir ces régions séparatistes. Cette situation a conduit aux accords de Minsk. Poutine espérait que ces accords mettraient fin au conflit, accordant l'autonomie aux deux régions et sécurisant la Crimée pour la Russie. Cependant, les accords de Minsk n'ont pas été respectés. Lorsque le président Biden a pris ses fonctions, Poutine a demandé un arrêt de l'escalade, mais Biden a refusé, indiquant que l'Ukraine deviendrait membre de l'OTAN. En 2021, les États-Unis ont signé 3 documents importants s'engageant à l'expansion de l'OTAN pour inclure l'Ukraine. Et puis Poutine a amassé des troupes à la frontière et a présenté un document de projet le 17 décembre. Il pensait, je crois, que cela mènerait à des négociations. J'ai appelé la Maison-Blanche 1 semaine, 2 semaines après cela, et j'ai parlé longuement à un haut fonctionnaire. J'ai dit « négocier, éviter une guerre, négocier ». Ce n'est même pas une concession de ne pas étendre l'OTAN. C'est du bon sens de ne pas étendre l'OTAN. Et on m'a dit « non, 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 nous ne négocierons jamais là-dessus ». Donc Poutine pensait que cela fonctionnerait, cela a échoué. Alors il a lancé l'invasion le 24 février. À quoi s'attendait-il alors? À mon avis, il s'attendait à une négociation rapide. Pourquoi je suppose cela? Parce que 3 semaines plus tard, il y a eu une négociation rapide. 3 semaines plus tard, Zelensky a dit « Nous n'avons pas besoin de faire partie de l'OTAN. Nous pouvons être neutres. » Allez vérifier, mesdames et messieurs. C'était l'idée de Poutine. OK, nous avons montré que nous sommes sérieux. Maintenant, nous aurons un résultat négocié basé sur la neutralité. Mais les États-Unis ont vu clair dans ce bluff, disant « pas question ». Nous disons à notre client de ne pas négocier, ce qui est exactement ce qui s'est passé. Donc ils ont vu clair dans le bluff. Et cela, avec les sanctions et le fait de redoubler d'efforts, était censé faire reculer Poutine. Non, Poutine s'est mobilisé à l'été 2021. 300 000 personnes de plus. Il a vu clair dans le bluff. D'accord, nous enverrons des chars et des F-16. Nous verrons clair dans le bluff. Allez, nous avons tous été en 6e. C'est ce que nous observons, sauf qu'ils jouent avec des armes nucléaires. C'est clair. D'ailleurs, pas seulement clair, du moins pour moi, j'ai dit exactement cela aux officiels américains tout au long de ce processus, parce que pendant un moment, ils me parlaient même, parce que je hais, et que je les connais. Je suis passé par là, et j'ai dit que cette situation est significative pour la Russie. De plus, tous nos principaux diplomates disent la même chose depuis 30 ans. William Burns, qui est très intelligent et maintenant directeur de la CIA, était l'ambassadeur des États-Unis en Russie en 2008. Il a envoyé un mémo célèbre intitulé « Nayet signifie Nayet ». Dedans, il expliquait que toute la classe politique russe était fermement opposée à l'expansion de l'OTAN vers l'Ukraine. « Niet signifie niet », a-t-il souligné, indiquant que c'était une affaire sérieuse. Cependant, les politiciens américains ont tendance à ignorer de tels avertissements. Bill Perry, un ancien secrétaire à la Défense, a conseillé contre l'expansion de l'OTAN. George Kennan, en 1997, a prédit que cela conduirait à un désastre, une déclaration que vous pouvez trouver dans les archives du New York Times. Ce résultat était prévisible. Il semble qu'il se comporte de manière immature, avec des entreprises comme Raytheon faisant du lobbying pour plus de ventes. Pendant ce temps, tous les think tanks à Washington sont excessivement enthousiastes à propos du désastre, plaidant pour les prérogatives unilatérales des États-Unis. Chaque article dans le magazine Foreign Affairs discute de ce qu'ils appellent la primauté des États-Unis,
se concentrant sur comment les États-Unis peuvent rester la puissance dominante. En tant qu'économiste, je ne considère même pas cette question comme pertinente. Les économistes sont plus intéressés par comment créer une économie gagnant-gagnant à travers le commerce. Cependant, pour les stratèges, la priorité est de maintenir la supériorité. Pour moi, cet état d'esprit est juvénile. Pourtant, pour eux, il s'agit de déjouer l'opposition. Alors, où se trouve le calcul erroné? Il est des deux côtés. Le perdant incontestable dans cette situation est l'Ukraine. L'Ukraine avait un président, Yanukovych, qui essayait prudemment d'éviter d'être entraîné dans une guerre par procuration, mais il a été renversé. J'ai quelques questions avant de passer à l'actualité. D'abord, la perception occidentale est différente. L'Occident croit que Poutine a réintroduit la guerre, la pensée en bloc et une course aux armements en Europe. Cependant, il semble que l'Occident est plus que disposé à accepter la réalité de Poutine comme la nouvelle norme. Nous avons ce mot-clé « Zeitenwende », indiquant un changement d'air. Il semble qu'il y ait un accord pour se rencontrer à un niveau beaucoup plus bas, abandonnant des valeurs plus élevées comme le multilatéralisme, l'interdépendance et le contrôle des armements, également par l'Occident. Donc, il semble que Poutine a gagné ce récit et maintenant nous sommes dans un monde différent. Peu importe qui est responsable, tout le monde joue au même jeu. Whoever is responsible, but everybody plays the same game. La chose très triste pour moi, en regardant cela, est comment l'Europe a perdu son identité en tant qu'union politique pour devenir partie de l'OTAN. Merci. C'est quelque chose que je ne peux pas comprendre, l'équation de l'UPLOPM et de l'OTAN. Et le fait que la présidente von der Leyen fait campagne pour quitter la présidence de la Commission européenne pour devenir chef de l'OTAN est un exemple de combien la situation est absolument bizarre. Donc, je suis professeur de développement durable. Cela signifie que j'étudie non seulement les niveaux de revenus, mais aussi la qualité de vie, la santé et de nombreuses autres dimensions de la vie. Je publie également en tant que coéditeur fondateur d'un rapport annuel appelé le Rapport mondial sur le bonheur, qui utilise des données collectées par Gallup International pour évaluer l'évaluation subjective de la vie dans plus de 150 pays. La raison pour laquelle je mentionne tout cela est que l'Europe a de loin les normes de vie les plus élevées de la planète, la meilleure qualité de vie, et est la région du monde la plus attentive à réduire les inégalités, à la transformation verte, à faire les choses que nous devrions faire au XXIe siècle. C'est la vocation de l'Europe, un continent de paix, de développement durable, d'équité sociale. C'est le génie de l'OSCE, que l'Europe s'étend jusqu'à l'Oural. J'étais conseiller du président Gorbatchev. Je connaissais le président Gorbatchev. Il croyait en une maison européenne commune, non pas comme un quelconque stratagème pernicieux, mais parce qu'il y croyait vraiment. C'était un grand homme de paix, probablement le plus grand homme d'État de notre époque. Les États-Unis ne pouvaient pas le comprendre. Ils ne pouvaient pas accepter un oui comme réponse. Il proposait la paix et il se demandait quel est le piège. Il offre la paix et il pensait « Ah, je comprends, nous serons le monde unipolaire. » Il propose de dissoudre les armées. Je vois, nous allons étendre l'OTAN jusqu'au Caucase. C'était la réaction des États-Unis à la plus grande opportunité que nous avions pour la paix. L'Europe perd ses plus grandes réalisations dans ce processus. L'Europe n'est pas le partenaire junior de l'hégémon mondial. L'Europe ne partage même pas les mêmes valeurs que les États-Unis. C'est d'ailleurs littéralement, objectivement ainsi. Nous faisons partie du monde anglo-saxon fou. Nous sommes toujours avec le libertarianisme de John Locke. Nous sommes toujours avec l'idée que vous n'avez pas à aider les pauvres. Ils sont un fardeau pour la société. Nous avons des idées qui remontent à la Grande-Bretagne du XVIIe siècle, et ensuite nous avons appris de la Grande-Bretagne du XIXe siècle ce que signifie l'Empire mondial, et avons décidé que c'était notre vocation. L'Europe est tellement mieux que ce pour quoi elle s'engage en ce moment. C'est extrêmement triste,
et extrêmement dangereux. D'ailleurs, je comprends les sentiments de la Pologne. J'étais leur principal conseiller économique. Je les ai aidés à annuler leurs dettes en 1990 et 91. Je les ai aidés à stabiliser leur économie. J'étais leur plus grand champion pour devenir membre de l'Union européenne. D'ailleurs, c'était même pas l'Union à l'époque. C'était la Communauté européenne quand j'ai commencé la campagne. J'ai écrit leur premier programme de réforme et on m'a dit que le thème est le retour en Europe. C'est l'instruction que j'ai reçue de l'équipe de Lech Walesa. Vous écrivez un plan pour le retour économique en Europe. Donc j'ai vu tout cela. Je peux comprendre leur russophobie. Je ne l'accepte pas comme géopolitique ou comme astucieux ou comme une réponse, mais je la comprends certainement. Ma femme est née dans la Tchécoslovaquie communiste. Je n'ai aucune illusion sur les attitudes dures, mais nous devons réfléchir à comment nous allons réellement avoir une planète sûre. Il ne s'agit pas seulement de sentiments, il s'agit d'une certaine connaissance de l'histoire, d'une certaine capacité à voir le point de vue de l'autre et de comprendre l'histoire, même de comprendre l'histoire de la guerre froide. Ce pays, comme je l'ai souligné, est une grande leçon qui est complètement ignorée. D'ailleurs, tous les États neutres, à part l'Autriche, abandonnent leur neutralité avec tant d'enthousiasme. C'était une grande erreur. Mais mon point est, s'il vous plaît, l'Europe n'est pas l'OTAN. L'Europe n'est pas l'OTAN. Et si vous saviez comme c'est fou de l'autre côté de l'Atlantique, j'essaie de vous dire, ils pensent que leur vocation la plus importante dans le monde est la confrontation avec la Chine. Est-ce que c'est ce que vous voulez signer pour maintenant? Ne le faites pas. Ne le faites pas. Vous avez les meilleurs standards de vie et les meilleures valeurs, je dirais. Des valeurs social-démocrates qui, même pour les partis non social-démocrates, imprègnent l'idée que les gens devraient être pris en charge. Il devrait y avoir du logement social et des services publics. Cependant, nous n'avons pas de couverture santé universelle. Vous adhérez à ces valeurs, mais je ne le recommanderais pas. Nous n'avons pas de valeurs publiques. Au lieu de cela, nous avons des valeurs de laisser-faire britannique et des valeurs libertariennes de Locke, que je ne recommande pas. D'ailleurs, elles ne fonctionnent pas très bien. Je vis dans un quartier cher de New York qui est absolument rempli de mendiants et de déchets qui ne sont pas pris en charge parce que les espaces publics ne fonctionnent pas. Maintenant, il est également rempli de fusillades. Ne faites pas ça. Cette approche fait partie du problème, même alors que nous nous effondrons de l'intérieur. Il semble que nous ayons une fusillade de masse presque tous les jours, parfois plus. Même pendant que cela se passe, nous sommes tout au sujet de la guerre. Et quand nous venons d'avoir nos négociations sur la dette, savez-vous quel était l'accord bipartisan? Les dépenses sociales sont plafonnées, mais les dépenses militaires sont autorisées à augmenter. Même si nous dépensons 3 fois plus que la Chine, et même si nous dépensons plus que les 10 pays suivants dans le monde combiné, et même si nous avons 800 bases militaires à l'étranger dans le monde, ne vous inscrivez pas à cela. L'Europe est différente de l'OTAN. Don't sign up for that. Europe is different from NATO. À l'heure actuelle, il semble que l'Europe ne remplisse pas sa vocation de multilatéralisme efficace. Au contraire, nous nous dirigeons vers la polarisation. Certains parlent de ce phénomène comme d'un monde multipolaire. Cependant, un monde multipolaire sans multilatéralisme est très dangereux. Nous avons déjà vu des mondes multipolaires, notamment avant la Première et la Seconde Guerre mondiale. Ma question est, comment pouvons-nous retrouver le multilatéralisme? Concernant la Russie, devrions-nous construire un système de sécurité européen avec sans ou contre la Russie? La Russie devrait-elle être intégrée dans un monde multilatéral? Et si oui, comment? Vous avez mentionné l'OSCE. La CSCE de 1975 pourrait-elle servir d'exemple?
Comment pouvons-nous envisager un monde multilatéral avec une polarisation minimale? Avons-nous des modèles ou des idées? Without too much polarization, look like? Do you have any models, ideas? J'étais très enthousiaste à propos de l'élargissement de l'Union européenne et j'ai joué un rôle majeur dans celui-ci durant les premières années parce que je crois que les voisins devraient coopérer les uns avec les autres. J'aime vraiment le cadre de l'OSCE. Je pense que c'est la bonne approche et il est approprié pour l'Europe d'avoir un arrangement de sécurité européen. Partout dans le monde, les régions sont divisées en interne, typiquement par des divisions de la guerre froide, souvent en raison d'une stratégie de diviser pour mieux régner, employée par la stratégie impériale des États-Unis. Ainsi, nous voyons la division être semée. Les États-Unis attisent les divisions en Asie du Nord-Est. Le Japon et la Corée sont de notre côté, tandis que la Chine est de l'autre. Nous forgeons une nouvelle alliance militaire, AUKUS, qui inclut l'Australie, les États-Unis et le Royaume-Uni, pour stationner des sous-marins nucléaires en Australie. C'est exactement ce dont nous avons besoin, ce dont l'Australie a besoin. La solution est que chaque région coopère en interne. L'Union africaine devrait coopérer en son sein, et l'Europe devrait, bien sûr, viser à inclure la Russie. Comment pourrait-il en être autrement, sans tomber sous la menace nucléaire jour après jour? Alors, toute cette culture de l'annulation est déconcertante de par son erreur. D'ailleurs, même le Philharmonique de New York a annulé un concert de Rachmaninoff pour mai. C'est inimaginable à quel point cela est grossier. C'est de la haute culture. Ils ne peuvent pas comprendre que jouer du Rachmaninoff est acceptable. Il y avait des protestations concernant Tchaïkovski sur le fait de ne pas jouer La Belle au bois dormant à Noël. Même ici, c'était un problème. Qu'y a-t-il de plus beau que La Belle au bois dormant de Tchaïkovski? Peut-être que quelques valses de Strauss sont également au top. Mais nous ne devrions pas nous comporter de cette manière. La diabolisation ne rend personne en sécurité, ne résout aucun problème et met tout le monde sur les nerfs. Nous sommes à l'ère nucléaire. Mon idée de base est de se concentrer sur la Charte des Nations Unies, la coopération régionale et les objectifs convenus à l'échelle mondiale, comme les objectifs de développement durable, l'accord de Paris sur le climat, la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, le traité sur la haute mer et le cadre de Kunming-Montréal pour la biodiversité. En d'autres termes, prenons soin des gens et de la planète au lieu de dépenser 2,2 trillions de dollars l'année dernière en armement militaire. Si nous pouvions rediriger une partie de cet argent pour scolariser les enfants, nous ferions un monde bien meilleur pour les centaines de millions d'enfants qui ne sont pas à l'école parce que leurs gouvernements ne peuvent pas se permettre de lycée pour eux. C'est ce que nous devrions faire. Nous avons des objectifs convenus à l'échelle mondiale et les moyens de les atteindre. Les politiciens américains ne devraient pas se rendre à Taïwan et déclarer que nous allons défendre Taïwan à tout prix. Nous avons convenu il y a 50 ans d'une politique d'une seule Chine. Et c'est la bonne politique. La Chine croit en cela parce qu'à partir de 1839, les puissances impérialistes occidentales, suivies par le Japon, ont tenté de détruire ou de conquérir la Chine à plusieurs reprises. Donc, ils ne sont pas trop enthousiastes à l'idée que cela se reproduise. Je comprends cela. Nous devrions faire preuve de prudence. Nous ne sommes pas si loin d'un monde paisible parce que la grande majorité des gens le veulent. Et, soit dit en passant, la Chine ne cherche pas à prendre le contrôle du monde. C'est un sujet pour une autre longue discussion. Je vais en Chine depuis 42 ans, de nombreuses fois par an dans de nombreux cas. La dernière chose qui m'inquiète, c'est la Chine prenant le contrôle du monde. Ce n'est même pas une catégorie dans 2000 ans de stratégie d'État chinoise. Dans ces 2000 ans, la Chine n'a lancé aucune guerre outre-mer. La seule exception que vous pourriez pointer est lorsque les Mongols, qui contrôlaient Pékin, ont lancé une invasion du Japon en, je pense, 1264, bien que je puisse me tromper de date.
La flotte mongole a été vaincue par les vents kamikazes, un typhon. À part cela, jamais. Vous savez, la Grande-Bretagne et la France se sont battus presque chaque année pendant 1000 ans d'une manière ou d'une autre. Mais le Japon et la Chine ne se sont jamais battus, sauf lors des 3 occasions où le Japon a envahi la Chine. La Chine n'a jamais envahi le Japon. Donc ne vous inquiétez pas tant de la Chine. C'est un endroit agréable avec de la bonne nourriture et une culture fascinante. Allez-y faire une visite. Good food, fascinating culture. Go have a visit. So before D'accord, merci. Avant de vous poser la toute dernière question, je veux juste ajouter quelque chose à votre observation. Dans le dernier sondage du Conseil européen des relations étrangères, un think tank transatlantique, il y avait un sondage. Ce sondage demandait aux citoyens de l'Union européenne, pas au gouvernement, leur position si un conflit entre les États-Unis et la Chine au sujet de Taïwan devait se produire. 60 à 65% des Européens ont dit qu'ils préféreraient rester neutres au lieu de se ranger du côté de la Chine ou des États-Unis. Cela suggère que les citoyens européens pourraient penser différemment de leur gouvernement. Mais maintenant, je ne peux pas éviter de poser cette toute dernière question. Vous êtes ici en tant qu'Américain et vous avez également écrit un article sur le lien entre la guerre et la dette. La dette s'accumule aux États-Unis. Il y aura des élections l'année prochaine. Alors, cette crise aura-t-elle un impact sur la décision de soutenir l'Ukraine par le prochain gouvernement? US politics is basically La politique américaine est essentiellement un État plutocratique où la politique publique est dominée par plusieurs lobbies puissants, chacun concentré sur son domaine spécifique. Ces lobbies maintiennent le contrôle sur la politique américaine grâce aux contributions de campagne, car nos campagnes électorales sont financées par des milliardaires et des lobbies d'entreprises. Le coût pour un cycle électoral est maintenant d'environ 15 milliards de dollars. Par exemple, George Soros a récemment annoncé qu'il transmet son empire à son fils, qui a déclaré son intention de financer le Parti démocrate. Cela signifie qu'il pourrait contribuer des centaines de millions de dollars, et 1 milliard de dollars ne serait pas surprenant pour l'élection de 2024. Il y a aussi d'autres milliardaires. Alors, quels sont ces lobbies? Wall Street contrôle la politique financière, le lobby de la santé domine notre système de santé privé extrêmement coûteux, et le lobby de l'agriculture supervise l'industrie alimentaire, qui contribue à environ 60% de la population américaine étant obèse ou en surpoids. C'est une crise de santé publique significative. Le complexe militaro-industriel dicte non seulement la politique militaire, mais aussi la politique étrangère, conduisant à une guerre perpétuelle et à des budgets militaires se chiffrant en trillions. Le budget du Pentagone à lui seul est de 900 milliards de dollars. Mais si vous incluez la CIA, la sécurité intérieure, le département de l'énergie avec ses armes nucléaires et d'autres, le total peut atteindre 1,2 trillion de dollars par an. Du côté des revenus, il y a un accord unanime parmi les milliardaires. Ne nous taxez pas. En conséquence, les États-Unis ont des taux de collecte d'impôts faibles. Pendant ce temps, les dépenses militaires, qui incluent environ 6 trillions de dollars pour les guerres en Irak et en Afghanistan parmi d'autres conflits, continuent de grimper. 6 billions de dollars, c'est beaucoup. Ça commence à s'accumuler. Notre crise de la dette découle d'un système politique défaillant. Intéressant, ce n'est pas juste une question de démocrates et de républicains. C'est un peu comme un jeu d'enfants. Le vrai problème implique les deux partis qui forment une oligarchie, une plutocratie. J'ai perdu l'intérêt parce que cela ressemble à un jeu en dessous de notre intelligence. C'est notre problème. Nous faisons face à une dette croissante à l'avenir. Étant donné la taille et l'économie de notre pays, nous pouvons dépenser beaucoup dans les guerres. Pourtant,
il n'y a eu aucun débat public sur les 120 milliards de dollars dépensés jusqu'à présent. Cette dépense a été cachée dans une législation omnibus, empêchant tout véritable débat. Une autre appropriation pour l'Ukraine sera probablement incluse dans un projet de loi incontournable pour éviter le débat, la faisant passer en douce, sans consulter le peuple américain. Il n'y a aucune tentative de démocratie délibérative, aucun débat quoi que ce soit. Donc je ne suis pas sûr de ce qui va se passer ensuite. Il y aura probablement un autre vote, mais ils essaieront de le rendre inaperçu. Faisant partie d'une législation omnibus qui finance quelque chose d'essentiel, assurant son passage sans examen. C'est l'approche générale. Si cela était soumis à un véritable vote, cela serait probablement défait. S'il y avait un véritable débat au Congrès sur le fait de savoir si nous voulons dépenser 50 ou 100 milliards de dollars de plus pour cela, cela échouerait probablement. Ils sont conscients, mais ils préfèrent éviter tout débat public. They know that, but they have the convenience of avoiding any kind of public debate.